Bienvenue à votre magazine Le Point. Aujourd'hui, nous allons parler des sondages d'opinion. Dans quelle mesure ces études servent les acteurs politiques? C'est l'objet de notre entretien aujourd'hui avec Serge Mumbu, qui est directeur général de Target. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous n'êtes pas politique, parce que c'est très souvent les politiques qu'on reçoit sur ce plateau, mais vous êtes un acteur non négligeable pour le politique. Alors, j'ai dit qu'on va parler des institutions des sondages, mais j'aimerais quand même que vous puissiez nous parler brièvement de Target, votre entreprise. Bon, Target, c'est un cabinet d'études de marché et sondages d'opinion. On existe depuis 2011, donc ça fait la 9e année. Et moi-même, j'ai plus de 20 ans d'expérience en termes d'études de marché, des sondages d'opinion. Et nous, on est membre d'une structure mondiale qui s'appelle les OMAR, qui édicte un certain nombre de règles pour faire un sondage de qualité, notamment la confidentialité, notamment le respect pour interroger par exemple les mineurs. On essaie également de veiller aussi à l'objectivité, parce que souvent, comme vous le dites là en politique, la tentation est grande pour que celui qui vient demander un sondage puisse avoir également des résultats favorables. Donc là, c'est aussi quelque chose sur lequel nous insistons également pour pouvoir le faire. Et même pour publier les résultats des sondages, il y a toujours des règles que nous sommes obligés de respecter. Et là, nous avons beaucoup de structures qui nous font confiance et qui nous font pour lesquelles on fait des sondages. Mais si on ne publie pas, c'est parce que justement, notamment en matière politique, les sondages doivent plus servir à prendre des décisions. Et c'est souvent les décisions stratégiques. Et on n'a pas besoin que le public sache que, par exemple, qu'est-ce qu'on pense du chef de l'État, qu'est-ce qu'on pense des institutions. Souvent, ces structures-là, ces institutions-là, partout dans le monde, font des sondages confidentiels qui leur permettent d'avoir une idée très claire de ce qu'on pense d'elles, et ça leur permet également d'orienter leurs décisions. Donc voilà pourquoi, en matière politique, en tout cas, il y a très peu de sondages, j'insiste bien, des sondages détaillés qui sont publiés. Ici, en RDC, bien entendu, parce que partout ailleurs, c'est même pas à chaque cycle, mais pratiquement à chaque 3 mois, il y a une tendance de l'opinion qui est donnée en faveur de tel ou tel autre. Bon, ailleurs, dans d'autres pays, il y a un produit standard qu'on appelle les enquêtes de popularité. Là, ça sort même chaque mois. Toutes les institutions, tous les instituts de sondage sortent chaque mois l'enquête de popularité, la cote de confiance du chef de l'État, du Premier ministre, et ça permet mois après mois de suivre quelle est la tendance, ainsi que les personnalités préférées. Ça, c'est quelque chose qui est très fréquent dans les grandes démocraties, justement parce que les politiciens sont un peu plus ouverts à ce genre d'enquête, alors qu'ici en RDC, ce n'est pas nécessairement le cas, parce que souvent les sondages sont perçus comme un plébiscite. C'est-à-dire que lorsqu'on veut commander un sondage, généralement c'est pour être bien perçu, c'est pour être dans des bonnes conditions. Ce qui fait que nous, par exemple, c'est le genre de sondage que nous ne faisons pas, parce que nous estimons par exemple que c'est quand même difficile aujourd'hui de faire un sondage sous le meilleur PDG, parce qu'on sait très bien que les PDG ne sont pas connus, les meilleurs gouverneurs, les meilleurs ministres et autres. C'est un peu trop personnel. Nous lorsqu'on nous amène ce genre de proposition, nous suggérons plutôt une enquête d'image. Donc l'enquête d'image, c'est on essaye d'aller un peu en profondeur sur ce que la population pense de vous, et aussi ce qu'elle attend de vous, et ce qu'elle pense aussi de vos principaux adversaires, et quelles sont les perspectives pour vous. Et là, on peut même faire des enquêtes qu'on appelle qualitatives, pour permettre d'approfondir un peu l'image de l'homme politique, et on essaye de voir ce que fait. Tous les présidents, la plupart des hommes politiques ailleurs le font. Voilà pourquoi j'ai dit que ce genre d'enquête d'image, ce ne sont pas des enquêtes qui sont publiées, parce que ça entre vraiment dans la stratégie de l'homme politique, dans la stratégie du parti politique, parce que là, on a une idée très claire, parce qu'on sait par exemple que voilà, nous ne sommes pas appréciés par telle tranche d'âge,
à cause de tel élément, tel élément, tel élément, nous ne sommes pas appréciés dans telle province à cause de tel ou tel autre élément. Et avec ça, maintenant, on peut construire une image, on peut même construire une posture, parce qu'en matière politique, il y a ce qu'on appelle la posture. On peut construire une posture politique, mais cette posture politique, elle est liée justement à l'image, et à l'image que les cabinets de communication, les cabinets de stratégie pourront exploiter. Donc nous, avec les politiciens, nous sommes censés être ce qu'on appelle dans le back-office des politiciens, et on est censé travailler avec les cabinets de communication, les cabinets de lobbying, les cabinets de stratégie. Et là, comme je dis, ça c'est un travail sous-marin. Et on ne voit les résultats que lorsqu'on verra l'apparition de l'homme politique, mais lorsqu'on verra sa campagne. Mais ça, c'est un travail de chaque jour que nous, en tant que cabinet, institut de sondage, que nous faisons. Oui. Les sondages, généralement, on pose le problème de l'échantillonnage. Vous avez contacté qui? Et là, on est dans les catégories. Et combien de gens? Et quelle a été la façon dont vous avez adressé votre questionnaire, ainsi de suite. Ça, ce sont les experts de ces questions qui discutaient tout autour. J'ai remarqué, par exemple, que pour les sondages dont nous allons parler tout à l'heure, l'image des institutions au sein de l'opinion, votre échantillon, finalement, a été moins de 2000, je crois, 1000 et quelques 1500. Non, 1957. 1900, voilà. 1957, voilà. Ouais. Moins de 2000 personnes interrogées à travers toute la République. Oui. Et c'est cet échantillon qui vous donne l'idée de la perception globale des institutions par les citoyens. Bon, déjà là, j'aimerais quand même donner une précision. Nous avons travaillé au niveau des chefs-lieux des provinces. Donc, c'est au niveau des 26 chefs-lieux de province. Et en termes d'extrapolation, ça c'est un élément très important. Nous allons dire les Congolais habitant les 26 chefs-lieux de province. Parce qu'on n'est pas allé dans certaines autres villes ou dans certaines cités rurales. Donc, on ne peut pas extrapoler les résultats à l'ensemble de la population. Et vous allez voir que dans la plupart des sondages qui sont faits, généralement, on insiste sur ça. Par exemple, là, quand on a fait une enquête dernièrement sur la perception du Covid-19, c'était 6 provinces. Et on a fait un échantillon de 1000 dans 6 provinces. Et on a bien dit que ce sont les Congolais habitant les 6 provinces. Donc, à chaque fois, c'est toujours important de savoir l'enquête a été faite où et cela représente quoi. Ça, c'est d'abord de manière générale. Donc, pour ce cas ici, c'est une extrapolation qui ne peut être faite que aux habitants des 26 chefs-lieux de province. Ça, c'est d'abord la première chose. Alors, le deuxième élément, c'est par rapport à l'échantillonnage. Ce qui est important, c'est la représentativité de l'échantillon. Je pense que si vous entrez même sur Google, vous regardez les sondages qui sont faits en France, sur Macron, sur les États-Unis, j'ai vu même les sondages qui ont été faits hier sur Joe Biden et le président Trump. Vous allez voir que c'est 1000 personnes. Mais regardez la population des États-Unis, c'est plus de 200 millions d'habitants. Comment 1000 personnes peuvent représenter 200 millions? C'est là où justement c'est le travail des analystes. On arrive à construire un échantillon représentatif. C'est-à-dire que je ne prends que 1000 personnes, mais je vais essayer de faire en sorte que ces 1000 personnes-là soient une photocopie de 200 millions. C'est-à-dire que s'il y a autant de pourcentage d'hommes, je verrai à ce que ce soit le cas. Si dans tel État ou dans telle province, c'est autant de pourcentage. Donc, je vais veiller à ça. Et généralement, on a eu à faire des tests comme ça qui montrent que c'est vrai que lorsque plus un échantillon est grand, plus il est précis, mais même avec 1000, il y a toujours une marge d'erreur. C'est-à-dire, généralement, nous, lorsque nous faisons nos enquêtes, ce sont des marges d'erreur de 5%. C'est-à-dire que si on a 15%, ça veut dire qu'on est entre 10 et 20%. Donc, ça donne plus ou moins une certaine marge. Donc, le plus important, c'est de veiller vraiment à construire un échantillon qui soit représentatif. Et nous avons les données de la répartition de la population par tranche d'âge, par sexe et également par province. Et c'est ça qui nous permet de construire un échantillon qui est censé être représentatif. OK. Alors, aujourd'hui, on est en pleine crise institutionnelle. Je crois que quelqu'un m'expliquait, il me disait que lorsque on est dans une crise institutionnelle et qu'on propose des solutions conjoncturelles, vous avez l'impression que
les problèmes se démultiplient. Parce que l'approche n'est pas structurelle, au fait. L'approche est simplement conjoncturelle. C'est un peu le cas de ce que nous vivons. On a l'impression qu'il y a un problème qui se manifeste et qui change régulièrement des visages. Mais dans sa substance, il demeure le même. Vous avez dans votre introduction, dans l'introduction de cette analyse, essayé d'épingler le vrai problème au niveau de la classe politique congolaise. C'est un problème de légitimité, un problème de représentativité qu'on avait pensé régler avec les dialogues intercongolais, mais on se rend compte qu'il nous colle encore jusqu'à ce jour. Bien malgré les élections de 2018, aujourd'hui, on parle encore de légitimité. Alors, donc du coup, il est intéressant de voir comment est-ce que le Congolais s'identifie dans les institutions qui sont censées les représenter. Alors, dites-nous, vous vous êtes intéressé à quelles institutions publiques? Bon, notre enquête a porté sur 10 institutions. Donc, nous avons interrogé sur l'institution président de la République, le gouvernement. Nous avons interrogé sur le Sénat et l'Assemblée nationale. Nous avons interrogé sur le pouvoir judiciaire, sur la CENI, les FRDC, ainsi que sur les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales. Donc la question était simple, c'était quelle opinion avez-vous des institutions suivantes? Et on les citait une à une. Ils avaient la possibilité il y avait 5 assertions qui leur avaient été posées, très favorables, favorables, vous n'avez pas d'opinion, défavorable et moins défavorable. Et après ça, on a posé une autre question plus qualitative. C'était question de savoir quelles sont les perspectives, c'est-à-dire comment vous voyez l'avenir, hein? Comment est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste en ce qui concerne la situation sécuritaire du pays, en ce qui concerne la création de l'emploi, en ce qui concerne l'amélioration sociale. Donc, c'est avec l'analyse de ces deux éléments-là qu'on peut arriver plus ou moins à avoir une idée très claire sur ce que les Congolais pensent des institutions. Mmh. Alors, parlons d'abord des perspectives. Comment les Congolais se projettent à partir d'aujourd'hui? Ils sont plus confiants ou pas du tout confiants en l'avenir selon votre sondage? Bon, ce qui est vrai, c'est que c'est quand même une attitude paradoxale, mais qui s'explique quand même. D'un côté, vous allez voir que les Congolais ont une image négative, même très négative des institutions. Mais curieusement, les Congolais voient les choses positivement. Donc les Congolais se disent, à part bien sûr par rapport à la crise économique, parce que par rapport au volet économique, les Congolais sont très inquiets. Ils ont le sentiment que la situation risque vraiment de s'empirer. Soit dit en passant, ces sondages, vous l'avez fait au mois de mars. C'était fin mars. C'était fin mars 2020. Donc là, ils avaient le sentiment que la situation va davantage s'empirer. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Il ne faut pas aussi oublier que c'était au début de la pandémie. Donc on a fait ça fin mars, la pandémie avait déjà commencé. Donc là, c'est par rapport aux perspectives économiques. Mais lorsqu'on regarde les aspects de la situation sociale, donc l'amélioration du social, par rapport à la création de l'emploi et à la situation sécuritaire, curieusement, les gens sont optimistes. Les gens se disent que ça va aller, ça peut évoluer. Et je pense que c'est aussi lié à la nature même du Congolais. On a fait une enquête récemment même sur la religion. Vous allez voir qu'on a 95% des Congolais qui se reconnaissent comme chrétiens. Et ça veut dire que le Congolais, de manière, il y a même une expression RDC lo comme Kassi, Lobieko Simba, c'est-à-dire, c'est même dans la nature même du Congolais. Le Congolais voit les choses de manière positive et il espère. Et il se dit que ça va marcher. Et c'est un peu ça l'état d'esprit qu'il y a à travers la population. Les gens se disent que ça va marcher. Comment? On ne sait pas, mais on espère et on souhaite que cela puisse marcher. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit général de la population. Alors, c'est justement les institutions qui vont faire marcher ou pas. Alors, on va toucher du bois pour parler de toutes ces institutions. Je vais vous donner le temps de revenir en détail, point par point, institution par institution, sur
les très favorables ou les très défavorables, et puis que vous puissiez nous aider à comprendre clairement pourquoi telle opinion ou pas une autre opinion. Oui, comme j'ai dit, de manière générale, sur les 10 institutions que nous avons analysées, c'était une question simple, comme je l'avais dit. Il y a 2 institutions qui ont une opinion majoritairement positive. C'est-à-dire il y a le président de la République qui est sorti avec 57% d'opinion favorable et les FARDC, donc l'armée. Donc les FRDC qui étaient à 59%. Donc, les FRDC c'était même un peu plus élevé que ça. Mais pour le reste des institutions, en tout cas l'opinion est négative. Et c'est même autour du tiers seulement. C'est à peine une personne sur 3. Donc on est autour de 33. Si je peux vous aider parce que j'ai les graphiques. J'espère peut-être que mon réalisateur, je pourrais lui donner ces graphiques, qu'il puisse l'insérer et comme ça, le public peut le voir aussi. Le gouvernement, quand je prends les chiffres cumulés, entre favorables et très défavorables, selon votre sommation, le gouvernement a 36 plus 6, donc 42. Ça fait 42%. 42. Oui. L'Assemblée nationale a 32 plus 4, 36. Le Sénat a 29 plus 3, ça fait 32. Le pouvoir judiciaire a 28 plus 6, ce qui fait 34. Le gouvernement provincial, tout gouvernement confondu, ils ont 22 plus 30, plutôt 30 plus 5. Ce qui fait 35. Et puis l'Assemblée provinciale, 26 plus 3, ce qui fait 29%. La CENI a 25 plus 3, ce qui fait 28%. Et puis évidemment les FRDC, comme vous l'avez dit, 48% plus 11%, favorable et très défavorable, ce qui lui donne pratiquement 59%. Et à contrario, vous avez tout ce qui est défavorable. Bon, je crois que logiquement, ceux qui sont plus favorables, ils sont moins défavorables, tout ça. Alors, à quoi est due cette sorte de jugement à valeur, à géométrie variable, dans la mesure où toutes ces institutions sont un peu liées. Vous avez par exemple le Sénat qui est l'émanation des assemblées provinciales. Vous avez l'Assemblée nationale qui est aussi le gouvernement qui est aussi l'émanation de l'Assemblée nationale. Vous avez le chef de l'État qui est dans l'exécutif en fonction un peu dual, hybride avec les gouvernements, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je dirais que pour le chef de l'État, l'opinion générale, c'est qu'il bénéficie ce qu'on appelle du bénéfice du doute. Parce que lorsqu'on analyse, on a le sentiment qu'il est animé de bonne foi et même les répondants semblent évoquer la gratuité. C'est-à-dire, on sent la volonté. La gratuité de l'enseignement. Oui, la gratuité de l'enseignement. Donc, on sent une certaine volonté. Et on se dit aussi qu'il n'a pas la majorité et quelque part il est bloqué. Donc c'est ce qui fait qu'il bénéficie de ce bénéfice de doute. Mais aussi il ne faut pas s'oublier que par rapport aux autres institutions, il a bénéficié de très grands scores, de plus de 80% d'opinions favorables dans ce qu'on appelle couramment le terroir, c'est-à-dire le Grand Kasaï, où on a remarqué, vous allez voir, ça c'est pas dans la publication définitive, vous allez voir que les scores sont très élevés, Kasaï oriental, Kasaï central, Lomami Sankourou. Et c'est ça qui fait un peu, c'est la conjugaison de ces deux événements-là qui font que, d'une part, ça peut paraître positif, mais comme nous le disons, c'est un verre à moitié vide ou à moitié plein, tout dépend parce que, de l'autre côté, lorsqu'on analyse aussi les résultats détaillés par catégorie sociale, on constate par exemple que l'opinion du chef de l'État est négative auprès des personnes qui ont des revenus élevés. Et aussi, lorsqu'on regarde l'opinion dans certaines provinces, on se rend compte que là également, l'opinion du chef de l'État est très négative également. Oui, vous avez dit tout à l'heure dans notre échange avant émission que
la zone ouest est majoritairement défavorable au chef de l'État. Une partie du Katanga et une partie de l'Est, les Kivu. Oui. En tout cas, ça c'est le constat qui a été fait. Voilà pourquoi nous avons dit que ça peut être considéré comme à moitié plein, parce qu'on suppose que lorsqu'on dirige l'État, toute la population est censée se retrouver dans la population. Mais si déjà au niveau de Kinshasa, qui est la capitale, c'est déjà, je crois, c'est à peine 28% d'opinion favorable. Donc là, c'est déjà quelque chose qui est censé également interpeller. Au Congo central, la même chose également. Quand on prend le Kwilu, le Kwango, etc. Ça veut dire que au niveau de l'équipe du chef de l'État, il y a maintenant cet effort-là qui devra être fait pour que tous les Congolais de toutes les provinces et de toutes les tranches d'âge, de tous les revenus puissent également se reconnaître dans l'action du chef de l'État et que l'image ne soit pas une image clivante où on a d'un côté les gens qui apprécient et il y en a d'autres qui n'apprécient pas. Donc ça, c'est vraiment un très grand travail. Et bon, après, j'ai dit que justement, les sondages doivent aider à améliorer. Et là, il faut même qu'il y ait d'autres études beaucoup plus approfondies pour essayer un peu de comprendre pourquoi, par exemple, au Kwilu, l'opinion est négative. Parce que, comme nous l'avons dit, ça, ce ne sont que des chiffres qui donnent une tendance. Mais il y a aussi un autre produit qui, généralement, apporte de meilleurs résultats, sont les études qualitatives. Où justement on réunit ces personnes-là en focus group, en entretien individuel. On essaie maintenant de leur poser des questions pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Et je pense que si ces études-là sont aussi menées, je pense qu'on peut avoir encore davantage des éléments explicatifs et surtout des attentes. Parce que ce qui est le plus important, ce n'est pas seulement de se limiter à un score, mais c'est de voir maintenant qu'est-ce qui peut être changé pour pouvoir modifier. Parce que on a fait des enquêtes, une autre enquête qu'on avait faite l'année passée, en début d'année, c'était sur les préoccupations. Ça explique justement la différence des résultats. Quand vous allez par exemple au Sud Kivu, au Kivu de manière générale, la préoccupation, elle est d'abord sécuritaire. Mais quand vous allez à l'Équateur, la préoccupation, c'est d'abord les infrastructures. Donc les gens veulent que les infrastructures puissent être là. Quand on est ici à Kinshasa, les préoccupations, c'est d'abord d'ordre économique et autres. Ça veut dire que chaque coin de la République a ses besoins, a ses attentes spécifiques. Et c'est maintenant important de construire maintenant une stratégie. Non pas une stratégie générale en se limitant aux scores généraux, mais maintenant essayer de voir catégorie par catégorie sociale, province par province. Et là, comme j'ai dit, c'est seulement les chefs-lieux de province, mais peut-être que si nous allons dans les parties rurales, peut-être qu'on risque d'avoir encore d'autres résultats et d'autres surprises. Donc voilà un peu de manière générale comment nous voyons l'interprétation des résultats. Et nous savons que ce sont des études beaucoup plus approfondies qui doivent être menées. Oui, bien sûr. Vous avez dit tout à l'heure... vous avez épinglé les cas du Kwilu où le chef de l'État a une opinion majoritairement négative. Un de mes invités ici sur le plateau, il y a deux semaines par là, a dit que le vote en RDC est d'abord sociologique avant d'être idéologique. Et moi, en lisant, je me rends compte que il va falloir effectivement faire un grand travail. Aujourd'hui, vous remarquerez que dans les zones où le chef de l'État a un faible score, vous prenez les Kivu, vous prenez le Katanga, vous prenez l'ancienne Léopoldville en prenant les Kwilu, c'est qu'il y a des soucis avec des leaders politiques de ce niveau-là. Ça peut aussi impacter, mais bon, j'ai dit, moi je commente, hein, juste comme un commentateur, un chroniqueur, enfin un commentateur politique. Voilà. Mais au moins pour vous répondre, je dirais que c'est vrai que c'est un élément qui peut jouer, mais n'oubliez pas aussi que la population a ses préoccupations. Et je pense que qui n'ont rien à voir avec la politique politicienne. Non, la population, ses préoccupations, comme j'ai dit, c'est d'abord d'ordre social. Je pense que si il y a une amélioration des conditions, et j'insiste, par rapport aux attentes spécifiques,
Parce que si vous allez aujourd'hui au Kwilu, c'est vrai qu'ils peuvent peut-être être attachés à un leader politique, mais ils ont aussi des préoccupations propres par rapport à leur vie, par rapport à leur quotidien. Et je pense que s'il y a des actions concrètes qui sont faites dans ce sens-là, en ayant cerné ce qui peut être comme élément majeur, je pense qu'on pourra faire sauter ce verrou-là. Parce que n'oubliez pas que dans notre histoire politique, nous avons eu des leaders d'opinion qui sont des leaders qui sont allés même au-delà de leur province. Donc voilà. C'est pour vous dire que moi, cet argument-là, je n'y crois pas beaucoup. Je pense que c'est d'abord la satisfaction des préoccupations de la population. Tout n'est pas que politique, selon vous. Oui. Alors, dites-nous, mais justement, qu'est-ce qui fait, par exemple, que les élus nationaux ou provinciaux aient un score moins bon, alors que, visiblement, ils ne sont pas concernés par la gestion de la chose publique? Oui, je pense que pour ce qui est des élus, il y a d'abord un problème sur le rôle des élus. Il y a cette tendance-là, même lors des campagnes électorales, parfois les élus donnent parfois l'impression que c'est eux qui vont régler les problèmes. C'est-à-dire, ici par exemple, nous avons un problème d'électricité, si vous allez m'élire, je vais voir comment régler ce problème-là. Et ce qui fait que pour certaines populations, on a plutôt le sentiment qu'on attend d'eux des choses qui sont justement liées au gouvernement. Ce qui fait que lorsque, après 6 mois, 1 année ou 2 ans, on constate que la personne que nous avons élue depuis qu'il est allé à Kinshasa, nos routes n'ont pas été améliorées, on n'a pas des hôpitaux, on peut facilement, comme ça, avoir une opinion négative, alors que dès le départ, ce problème-là n'aurait pas dû se faire. Voilà pourquoi nous, justement, comme on dit qu'on est un cabinet conseil, nous recommandons à ce que il faudrait que pour certaines institutions, notamment le Parlement, que leur rôle soit très bien connu de la part de la population pour qu'on sache exactement le Parlement, il fait quoi. Et si on sait exactement ce que fait le Parlement, et les parlementaires aussi, dans leurs promesses électorales aussi, ils tiennent un discours qui va dans le sens des attentes. Et en ce moment-là, ça sera beaucoup plus efficace en termes de perception. Mais si par contre, on fait des promesses qui ont trait à ce que l'exécutif doit faire, et lorsqu'on n'a rien fait, et qu'on rentre peut-être qu'on constate qu'on a des problèmes d'eau, on essaie de mettre un forage. C'est vrai que vous avez mis un forage dans votre circonscription électorale pour régler le problème d'eau, mais quand les autres vont apprendre que ce député-là a mis le forage, ils risquent de ne pas avoir une image de leur député à eux. Donc je pense que pour les assemblées, le Parlement, je pense qu'il y a cet effort-là qui doit être fait, parce que je ne suis pas sûr que ce score-là refléterait réellement la réalité si les gens savaient au juste ce que c'est que le rôle du Parlement. On n'a pas ce sentiment-là que les attentes qu'on a vis-à-vis des parlementaires correspondent à ce que les parlementaires sont censés faire par rapport à la Constitution. Mais ce rôle est justement constitutionnel, hein. Il existe... il est clairement établi dans la Constitution depuis 2006, je crois, si je ne me trompe pas. Si, mais ce rôle, comme vous le dites, vous êtes intellectuel, vous le savez, mais je ne pense pas que ceux qui sont à la cité là-bas connaissent réellement que le rôle du député, comme on l'a dit. Vous et moi, vous savez que le rôle du député, c'est contrôler le gouvernement, c'est voter des lois. Ouais. Mais lorsqu'on analyse, on a l'impression que, comme on l'a dit, on a tendance à dire qu'ils ne font rien parce que la situation ne s'améliore pas. Ça, c'est vraiment ça qu'il y a généralement comme récrimination. Alors que pour que la situation s'améliore, c'est le gouvernement qui doit pouvoir agir. Donc c'est un peu ce paradoxe-là qu'il faudra arriver à régler. Si on veut demain améliorer le rôle on veut améliorer l'image du Parlement, on veut améliorer l'image des exécutifs, des assemblées provinciales, il faudrait maintenant que ces institutions-là essaient un peu
de travailler un peu sur leur rôle et aussi de beaucoup communiquer sur ce qu'elles font comme travail. Par exemple, à la fin d'une session parlementaire, s'il y a eu des lois qui ont été votées, s'il y a eu des contrôles qui ont été faits, vraiment, on essaye d'en assurer une large communication, une large vulgarisation pour que les gens se disent effectivement, ils ont fait leur rôle et que si rien n'a bougé, ce n'est pas parce que les parlementaires ne font rien, mais c'est parce que justement, au niveau du gouvernement, les choses ne bougent pas. Parlons du pouvoir judiciaire, plutôt mal perçu. Globalement, il a 23, 28 plus 6%, donc des favorables et très favorables, ce qui fait quand même 34, moins de la moyenne. Mais ces pouvoirs judiciaires étaient au cœur d'une crise politique, une autre. Est-ce à dire que malgré tout ça, la population n'est toujours pas, ou les justiciables n'est toujours pas satisfaits par rapport au rôle du pouvoir judiciaire? Mais justement, c'est ce que je disais, que nous devons faire un effort, ce qu'on appelle le Congolais d'en haut et le Congolais d'en bas. Pour le Congolais d'en haut, il peut se dire effectivement, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées, c'est que ça va pour le pouvoir judiciaire. Alors que le Congolais d'en bas, il se dit qu'il a un petit conflit parcellaire dans son quartier, il est censé aller porter plainte, mais il se dit sans argent, peut-être qu'on va pas m'écouter. Il y a peut-être celui qui a plus d'argent qui est censé gagner. Donc vous voyez qu'il y a d'abord ce travail-là de fond qui doit être fait au niveau de l'accès à la justice, au niveau de la justice, au niveau de ce qu'on appelle du citoyen lambda. Ce travail-là doit vraiment être fait parce que s'il y a eu peut-être des interpellations à un certain niveau, mais à un autre niveau, par contre, les choses sont censées plutôt s'améliorer. Et c'est justement, comme on l'a dit, c'était un champ d'action parmi nos recommandations, qu'on essaie de voir maintenant comment, au niveau des petites juridictions, au niveau de monsieur tout le monde, que celui qui se sent lésé par la justice puisse aller normalement porter plainte et que cela ne puisse pas faire en sorte que sa plainte soit mise de côté ou plutôt abandonnée parce qu'il n'a pas l'argent, ou bien que s'il a avec quelqu'un qui semble être un peu plus fort que lui, cela puisse poser problème. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a aussi ce sentiment-là aussi que la justice doit être, on peut dire, équilibrée dans le sens que s'il faut condamner les gens de tous bords politiques. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faudra également agir pour essayer de rehausser l'image du pouvoir judiciaire. Ouais. Quelle est l'opinion des Congolais sur les institutions de l'État, bilan et perspective? C'est les sondages d'opinion que l'Institut Target a mené au mois de décembre 2023, enfin 2020, non, c'est... Nous sommes tous malades de 2023, 2020. Alors, sur ce plateau, je reçois donc pour vous Serge Mumbou, directeur général de Target. Mais dites-nous, la CENI, c'est la dernière crise. Elle est encore latente. La CENI, visiblement, elle a les plus mauvais scores comme institution. C'est 25 plus 3, donc 28. Des favorables et très défavorables. Et des favorables et très favorables plutôt, un peu avant les assemblées provinciales. Comment ça se fait que, finalement, toutes ces institutions, y compris les présidents de la République, ont été... j'allais dire l'émanation, mais c'est moulé par la CENI, dans ce sens que c'est elle qui a organisé les élections. Le produit est aimé, mais les producteurs, pas du tout. Non, je pense que nulle part vous avez vu que le produit est aimé. Je pense que le produit n'est pas aimé parce que quand vous regardez sur les institutions, j'ai même dit, même pour les 57% d'opinion favorable du président de la République. Mais on a quand même le président de la République. Mais là, c'est comme j'ai dit, il faut aller un peu plus en profondeur. Ouais. Parce que le plus important, ce n'est pas, en matière d'analyse,
c'est pas important de regarder seulement le score général, parce que nous préférons fouiller, regarder en profondeur. Voilà Comme on dit, les diables est dans les détails. Voilà pourquoi nous disons que c'est un chiffre à moitié plein, dans ce sens que il y a des catégories sociales qui ne se reconnaissent pas et qui sont très critiques. Et ces catégories sociales-là doivent aussi être impliquées, doivent aussi être intéressées. Alors, ça c'est d'abord de manière générale, mais je pense que c'est un sentiment général hein, par rapport aux élections. Je pense que ce n'est pas nous qui le disons, mais nous savons tous comment se sont passées les élections. Il y a eu beaucoup de plaintes par rapport à l'organisation des élections. N'oubliez pas aussi la problématique sur la machine à voter, tout ce qui s'est passé, parce qu'on a eu aussi à faire d'autres enquêtes qualitatives également sur ces thématiques avec d'autres partenaires. Je pense que c'est tout ce qui a entouré les élections qui a fait que cette image-là est restée. Hein, donc cette image négative-là est restée par rapport à l'organisation même des élections, le fait que certaines personnes n'ont pas pu voter, etc. D'autres ont peut-être eu le sentiment que les personnes qu'ils avaient élues ne sont pas passées. Donc c'est un peu ce problème. Voilà pourquoi nous disons que il faut des réformes, il faut voir dans quelle mesure améliorer les choses. Et c'est là où je dis que comme il y a débat, le débat maintenant devra voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour essayer d'améliorer et de faire en sorte que ça soit une institution qui puisse avoir une bonne image. On va terminer par les FARDC. Ce n'est pas les meilleurs amis de la population, hein, les militaires. Mais là, quand même, ils ont battu le record. Et c'est vous qui disiez tout à l'heure que dans la zone est du pays, les préoccupations sont d'abord sécuritaires. Et jusque-là, ce n'est pas résolu. Mais en même temps, cet amour subi pour les FARDC, comment est-il justifié? Non, ce n'est pas un amour subi. C'est comme j'ai dit. Je reviens à ce que je vous ai dit. Oui. C'est 59% la tendance générale. Ouais. Mais lorsqu'on va analyser par rapport aux résultats par province, vous allez vous rendre compte que les personnes qui ont une très bonne image de FARDC, c'est des provinces dans lesquelles il n'y a rien. Il n'y a absolument aucune activité et qui ont eu le sentiment qu'avec certaines avancées, certaines victoires qui auraient été annoncées à un certain moment, parce que n'oubliez pas que l'enquête a été faite au mois de mars, fin mars. C'est-à-dire que par rapport à l'actualité de l'époque, ils ont eu ce sentiment-là. Il y avait eu une communication au niveau de l'état-major, parlant des victoires. Des victoires, etc., de l'offensive qui allait être là. Ouais. Ça fait qu'en cette période-là, cela a eu un peu emballé certaines personnes. Mais lorsqu'on va dans certaines provinces bien déterminées dans lesquelles il y a des problèmes, notamment au Katanga, notamment au Sud Kivu, en tout cas l'image elle est vraiment négative. Donc c'est pour vous dire que là également il faut regarder les choses avec circonspection. Voilà pourquoi nous disons que le plus important pour les analystes, pour les stratèges, ce n'est pas de regarder le résultat global justement, c'est de regarder maintenant dans tous ces petits détails-là parce que ce sont ces détails-là qui vont justement impacter à l'avenir sur la situation générale. Et aussi un élément pour dire qu'on a fait ça fin mars, on a publié, c'est pour fin mars, mais peut-être que si on le refait maintenant, les tendances peuvent aussi changer dans un sens comme dans un autre. Ouais. Et c'est ça aussi le message des sondages pour dire que l'opinion varie. L'opinion ne peut pas être statique. Oui. Regardez même pendant les élections, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a même accusé de tromper. Non, ça arrive que à 3 jours du vote, on vous dit tel va passer et le jour du vote, c'est quelqu'un d'autre qui passe. On dit non, effectivement, les sondages s'étaient trompés et n'ont pas donné les bons résultats. Non. C'est à l'instant T. Ça s'est passé en ce moment-là. C'est une photographie. C'est une photographie à l'instant T. Oui. Voilà pourquoi nous insistons pour dire que ce sont des analyses qui ont été faites à un moment bien déterminé, dans un contexte bien déterminé, mais peut-être par rapport à maintenant, le contexte peut éventuellement changer. Mais généralement, les résultats changent lorsque il y a des actions qui sont menées. Parce que si les actions ne sont pas menées, je reviens par exemple au fait que s'il y a des gens qui ne se reconnaissent pas, par exemple, dans l'action du chef de l'État, si rien n'est fait concrètement, si par exemple les Quinois vous disent que voilà, nous on veut une amélioration de notre situation économique, on a faim, etc., etc. Si le sondage est fait maintenant, elle a été fait au mois de mars, l'opinion elle est à moins de 30%, ça veut dire que si la situation n'a pas évolué, ça veut dire que ce score-là restera. Mais si par contre
ayant compris ce qu'on peut faire pour la population de Kinshasa, des actions concrètes sont faites en ce moment-là, ça va changer. Voilà pourquoi beaucoup de cabinets politiques font régulièrement des enquêtes tous les 3 mois ou tous les 6 mois, justement parce que à l'issue du sondage, on a identifié les actions à mener et on essaie de les mener 3 mois après ou 6 mois après, on rentre. Et c'est comme ça que vous allez voir que, regardez par exemple l'exemple de Joe Biden. Il y a 2 mois, il était presque pas dans les sondages. Trump était carrément rassuré des élections, de gagner les élections. Mais aujourd'hui, il dépasse Trump de 8%. Oui, mais je voudrais justement utiliser cet exemple, cette perche que vous me tendez avec les élections à venir aux États-Unis d'Amérique. À vous entendre parler, les sondages devraient être au cœur de l'action publique, en amont tout comme en aval. Bref, à vous écouter, finalement, ce seraient les cabinets des sondages qui vont devoir prendre des décisions politiques. J'ai parlé des États-Unis d'Amérique parce que, justement, Trump, pour parler de lui, il est sorti alors qu'il n'avait été nulle part dans les sondages. N'oubliez pas que lorsqu'on fait des sondages, ce sont des intentions de vote. Oui. Et généralement, la question, c'est quoi? Si les élections ont lieu le dimanche prochain, pour qui voteriez-vous? Donc, les gens se réfléchissent, par exemple, par rapport à l'instant T. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des événements qui se passent. N'oubliez pas, s'il faut revenir à Trump, il y a eu le problème des emails. Il y a eu des situations qui se sont passées, notamment avec Hillary Clinton. Il y a certains emails qui auraient fuité. On aurait même parlé des Russes qui auraient pu intervenir. Ce sont ces choses-là qui ont notamment consisté à dégrader au fait l'image de la sénatrice Hillary Clinton, c'est qui fait qu'en dernière minute, les gens se sont posés des questions. Et même aussi, vous savez, les gens sont aussi des machos. C'est aussi une société machiste. C'est vrai que dans les intentions de vote, ils peuvent dire que je vais voter Hillary, mais lorsqu'il arrive le jour J, il se dit non, moi je n'aimerais pas me faire guider par une femme. Donc ça, ce sont les réflexes de dernière minute. Voilà pourquoi pour une meilleure précision, en Europe ou aux États-Unis, on fait les sondages le jour du vote. Vous allez voir que généralement, les écarts ne sont pas très grands. Lorsqu'on fait les sondages à la sortie des bureaux de vote, généralement, les écarts ne sont pas grands. Donc, nous disons que les sondages sont censés être au cœur parce que les sondages sont censés guider l'action des décideurs. Parce que lorsqu'on est au pouvoir, idéalement, on est censé conserver le pouvoir. Mais comment est-ce que vous allez conserver le pouvoir si vous n'avez pas une idée claire de l'opinion publique? Si vous n'avez pas une idée très claire de ce qu'elle vous reproche, de ce qu'elle aimerait que vous puissiez faire? Il faut avoir une idée très claire. Si vous avez une idée très claire, en ce moment-là, vous allez gouverner par rapport à ça. Regardez par exemple, si je reviens à l'image du président Trump, il était contre les masques. Mais soyez sûr que le jour où il avait mis le masque, ce n'était pas de gaieté de cœur. Il s'est reconverti. C'est justement parce que les enquêtes d'opinion ont montré que il y avait beaucoup de victimes du Covid aux États-Unis et que lui, il donnait l'impression, on dirait qu'il était négligent. Et que Joe Biden donnait l'impression plutôt d'être très préoccupé. Voilà pourquoi il a même décidé d'arrêter avec la campagne. Et c'est ainsi que les conseillers lui ont suggéré d'avoir une attitude un peu plus attentive sur le Covid. Il a porté le masque. Là, maintenant, il fait des conférences presque journalières sur le Covid parce qu'il a compris que, au départ, d'après les études, America First, c'est-à-dire la grandeur des États-Unis, la situation économique, c'était ça les variables qui étaient les plus importantes pour l'Américain moyen. Mais aujourd'hui, avec la crise du Covid, les choses ont changé. Donc, c'est pour vous dire que les choses évoluent. Et c'est important de ne pas rester avec une certaine image de ce qui était dans le passé. Et les sondages, justement, vont permettre, c'est pas de le faire chaque jour, mais on peut le faire peut-être une fois par mois, ou 2 mois, ou tous les 3. Tout dépend de la sensibilité, de la cible. Mais c'est aussi mieux d'ajouter les études qualitatives aussi, donc les focus group et autres. Là d'ailleurs, ça donne une très bonne image. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on fait une enquête sur une personnalité, il existe ce qu'on appelle une symbolique en termes d'image, en termes des animaux. Je crois que vous savez, par exemple, quand on dit le lion,
Oui. Qu'est-ce qui est derrière le lion? Qu'est-ce qui est derrière, par exemple, le chat? Qu'est-ce qui est derrière le lapin? Qu'est-ce qui est derrière, etc. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut aussi demander aux personnes, on leur dit, imaginez que tel homme politique se transforme en animal. Il serait quel animal? Sachez que si déjà les gens se disent non, lui c'est un lion, ça veut dire que quelque part, il traduit la force. Si quelqu'un te dit non, voilà, c'est un mouton, quelque part, il traduit peut-être une certaine mollesse, etc. Donc, ça peut aussi permettre maintenant de se dire, ok, si notre champion, notre leader politique est perçu, par exemple, de manquer de fermeté ou d'être quelqu'un manipulable, maintenant, faisons des actes, faisons des actions fortes qui feront en sorte que cette image-là va pouvoir changer. Et c'est ça même le rôle des sondages. Et nous sommes comme j'ai dit, nous sommes dans le back-office. Nous sommes partenaires au cabinet de communication parce que nous, notre travail, ce n'est pas de faire la communication. Oui. Nous, ce n'est pas de faire la stratégie. Mais lorsque nous avons amené nos inputs, il appartient maintenant au cabinet de communication, au cabinet de stratégie et même aussi au cabinet de lobbying. Parce que vous savez, il y a certaines décisions pour qu'elles puissent passer. Il faut peut-être essayer de travailler sur l'opinion publique, peut-être essayer de travailler peut-être sur les partenaires étrangers pour leur dire, regardez, il faut que telle décision passe parce que si ces décisions ne passent pas, regardez, mon opinion publique risque de me le reprocher, etc. Donc, les sondages politiques doivent être au cœur de la politique, mais à la condition que, comme j'ai dit, que cela soit des sondages confidentiels qui sont faits pour des besoins d'analyse, pour des besoins de définition de stratégie et non pas des sondages qui sont faits pour de plébiscites. Parce que l'inconvénient des plébiscites, c'est quoi? C'est que l'opinion, elle connaît déjà le point de vue. Hein, l'opinion sait déjà plus ou moins ce que les gens pensent. Et lorsque vous sortez avec un sondage plébiscite, généralement, le premier réflexe, c'est quoi? C'est un sondage manipulé. Généralement, c'est ça. On se dit, si tel est perçu comme peut-être le meilleur gouverneur, c'est que peut-être qu'il a donné quelque chose. Alors, or, nous quand un politicien vient nous contacter, c'est pas ça que nous proposons. Nous lui disons, faisons une enquête sur votre image. De manière générale, c'est savoir quelle est l'opinion qu'on a de vous, qu'est-ce qu'on apprécie chez vous, qu'est-ce qu'on n'apprécie pas chez vous, quelles sont les attentes que les gens ont vis-à-vis de vous et qui est-ce que les gens considèrent comme étant votre adversaire principal, qu'est-ce qu'on aime chez lui, qu'est-ce qu'on n'aime pas chez lui. Si quelqu'un a une ambition peut-être présidentielle, est-ce que vous voyez que lui peut être président de la République? Qu'est-ce qui le manque pour être président de la République? Ou qu'est-ce qu'il devrait avoir pour être président de la République? Etc. Vous voyez que lorsqu'on pose toutes ces questions-là, en tout cas, on est censé amener vraiment de bons insights, mais à la condition que le politicien aussi soit prêt. Parce que l'une des choses qui pose souvent problème ici, c'est que le politicien vit dans sa planète. Et ce qui fait que il attend que les sondages s'adaptent à ce que lui, ce qu'il veut. S'il est convaincu qu'il est très populaire, oui, vous devez lui amener un sondage qui est populaire. Qui confirme ce qu'il attend. Voilà, Serge Mumbou, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Oui. Merci donc pour toutes les réponses passionnantes que vous avez données. Je me suis permis de vous écouter religieusement. Les sujets m'intéressent personnellement. Merci donc. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous qui nous suivez de partout. Cette émission avait un côté pédagogique. C'est important pour les acteurs politiques que nous recevons sur ce plateau. Nous avons profité d'une sorte d'accalmie en attendant que la crise reparte pour pouvoir donner quand même quelques conseils utiles aux acteurs politiques qui sont les invités des prédilections sur ces plateaux. Merci et au revoir.